vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Dévoilement du classement PISA et annonce du gouvernement au menu de ce Grand JT. Alors, dans le cadre du plan exigence des savoirs dévoilé par le ministre de l'Éducation cet après-midi, figurent plusieurs mesures, dont une sur laquelle familles et personnel éducatif débattent depuis des années. Quid du redoublement? Faut-il lever le tabou autour de celui-ci? On en parle dans quelques instants. Parce qu'il n'y a jamais assez de dispositifs pour enrayer ce phénomène tragique et de plus en plus fréquent, on parlera à nouveau de harcèlement en seconde partie d'émission avec le fondateur de Urgence Harcèlement. Dans la chronique Vue à l'étranger, Guillaume Blanc vous présentera une application assez terrorisante et qui fait frémir nos voisins européens. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour débuter, les résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves ont été dévoilés à la mi-journée, les fameux PISA. Et Guillaume, l'heure est au bilan. Oui, ce programme qui est mené depuis 2000 par l'Organisation des coopérations et de développement économique. Tous les 3 ans, elle évalue les compétences en sciences, mathématiques et en compréhension de l'écrit de nos élèves de 15 ans. Cette année, les exercices ont été soumis à 690 000 jeunes de 80 pays et territoires. Et globalement, c'est une baisse générale jamais atteinte parmi les 80 pays participants. Pour nos Français, les résultats des élèves dégringolent dans 2 domaines sur 3. Écoutez à ce sujet, Gabriel Attal, c'était tout à l'heure en conférence de presse. Le collège ne parvient plus à élever suffisamment le niveau de nos élèves. Les résultats PISA qui nous parviennent ne font qu'appuyer ce constat. Oui, il y a un problème au collège et notamment en mathématiques. Mais je le dis très fermement. Avec cette nouvelle édition de PISA, ce n'est pas la politique éducative menée aux primaires depuis 2017 par les gouvernements qui se sont succédés depuis l'élection du président de la République qui est remise en question. Car cette génération PISA 2022, celle qui a passé le test l'an dernier, c'est la dernière à ne pas avoir bénéficié du renforcement massif des moyens à l'école primaire. Elle avait déjà terminé son école primaire au moment de l'élection du président de la République. En disant cela, mon objectif est très clair. Refuser le déni et lutter contre le risque de fracture scolaire. Alors en clair, entre 2018 et 2022, le niveau des élèves en français a perdu 6 points en sciences, 19 points en compréhension de l'écrit, un déclin en lecture amorcé en 2012 avec un total de 32 points de perdus sur 10 ans et puis 21 points également en mathématiques. Pour cette dernière discipline, la baisse est tout simplement inédite. C'est ce que pointent les auteurs de ce rapport. La France, 7e puissance économique mondiale, se classe 26e en mathématiques comme en culture scientifique, 29e en compréhension de l'écrit, en dessous de la moyenne de l'OCDE, des résultats comparables à ceux de l'Allemagne, à ceux du Portugal ou encore de la Hongrie et de la Norvège. Enfin, les écarts entre les genres persistent. Les filles sont meilleures que les garçons en lecture. Les garçons, en revanche, sont meilleurs en mathématiques. Côté classement, Singapour, le Japon, la Corée, Hong Kong, Macao ou encore Taipei sont en tête de ce classement. L'Estonie est la première nation européenne. À la suite de ces résultats, Gabriel Attal a présenté ses mesures pour un choc des savoirs, comme il le dit. Oui, le ministre de l'Éducation nationale défend un électrochoc à tous les étages de l'école, ainsi qu'un avant-après pour les élèves une fois son plan dévoilé. Voici notamment ce premier socle qui concerne les programmes. Écoutez. Premier changement, les nouveaux programmes entreront en vigueur dès la rentrée 2024. L'ensemble du socle commun sera revu et dès la rentrée prochaine, les élèves de maternelle, de CP, de CE1 et de CE2 étudieront avec ces nouveaux programmes. Pour le reste des classes, soit le CM1 et le CM2, les nouveaux programmes entreront en vigueur à la rentrée 2025. Par ailleurs, nous poursuivrons et amplifierons l'effort de formation des professeurs des écoles, notamment dans le cadre des plans français et mathématiques qui donnent des résultats. Déjà 200 000 professeurs des écoles ont été formés à travers ces nouveaux plans de formation. Concernant les financements à présent, ils seront effectués par l'État. C'est une nouveauté avec des livres labellisés justement par le ministère de l'Éducation nationale. Écoutez. J'ai donc décidé, avec bon sens et en suivant la science, 2 choses. D'abord de financer un manuel de lecture et un manuel de mathématiques en CP et en CE1. Grâce à l'État et aux collectivités, c'est un progrès immense pour l'égalité des chances. Deuxième décision, nous labelliserons les manuels scolaires. C'est-à-dire que nous permettrons aux professeurs, aux élèves, à leurs parents, collectivités locales, d'être sûrs de la qualité des manuels scolaires. Comme au Portugal ou au Japon, par exemple, un organisme sera créé sur la base de la science
et sera chargé de labelliser ces manuels scolaires en fonction de leur respect du programme et de leur qualité pédagogique. Ce sera dès la rentrée 2024 pour les manuels de lecture de CP et de CE1, puis à compter de septembre 2025 pour les manuels du CP au CM2. Et le troisième socle dévoilé par le ministre, c'est un sujet tabou qui a beaucoup fait parler, notamment pour les syndicats, les professeurs, les parents. On parle là du redoublement. Gabriel Attal a tranché. La question du redoublement, devenue tabou, mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. Pour ces élèves, 2 choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition, avec de la remédiation, comme des APC, du tutorat, des stages de réussite durant leurs vacances scolaires. Autre possibilité, le redoublement en cas de grande difficulté, car, je le dis de manière très claire, il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5. Toutefois, le ministre précise qu'aucun élève ne doit être laissé au bord du chemin. Alors après la divulgation des résultats du PISA, on en parlait au début de ce journal, Gabriel Attal a annoncé la création de groupes de travail, notamment en français ainsi qu'en mathématiques. Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en 3 groupes, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques. Pour mener à bien ce chantier, évidemment, nous accompagnerons encore davantage les professeurs, notamment à la pédagogie différenciée, pour qu'ils puissent avoir les outils afin d'accompagner ces différents niveaux d'apprentissage. Dans le groupe 1, celui où les élèves rencontrent le plus de difficultés, nous créerons des postes pour qu'il n'y ait qu'une quinzaine d'élèves dans ces groupes des élèves les plus en difficulté. Au cours de l'année, les élèves pourront changer de groupe s'ils progressent, ils pourront évoluer. Également aussi si leur niveau baisse et qu'ils ont besoin de passer à un autre groupe pour les accompagner davantage. L'idée est claire, donner à chacun ce dont il a besoin. Alors à ce sujet, le ministre présentera à la fin du mois de décembre un chez-moi d'emploi car il faudra créer de nouveaux postes, probablement plusieurs milliers de postes, avance Gabriel Attal, et toujours en lien avec les sciences pour les élèves de terminale cette fois-ci. C'est une nouvelle épreuve qui va faire son apparition. Je souhaite créer une épreuve anticipée de culture mathématique et scientifique du baccalauréat en fin de première. Aujourd'hui, il n'existe pas d'épreuve commune de ce type. Elle permettra, dès le baccalauréat 2026, de tester l'apprentissage par tous les élèves du lycée général. Enfin, pour terminer, le ministre de l'Éducation nationale défend l'arrivée de l'intelligence artificielle, car oui, elle arrivera en classe de seconde. Et donc la France sera le premier pays au monde à mettre à disposition et à généraliser un outil fondé sur l'IA à tous les élèves d'une classe d'âge. Il a été constitué à partir de l'expérience de chercheurs, d'enseignants. Il est un outil souverain, propriété du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est 20 000 exercices en français et en mathématiques, un algorithme qui permet vraiment de s'adapter au niveau de chaque élève et surtout de le faire progresser. C'est un outil qui aura vocation à être utilisé à la maison. Voilà donc pour les déclarations de Gabriel Attal qui était en conférence de presse. Par ailleurs, à la suite de cette dernière, la ministre déléguée à l'enseignement professionnel a annoncé la création de mentions assez bien et très bien pour les diplômés de CAP ou encore de BEP. Et nous consacrerons évidemment notre émission aujourd'hui à toutes ces mesures dévoilées par le ministre. C'était une promesse du gouvernement, une autre, les puffs vont bientôt disparaître des tabacs. À l'unanimité, les députés ont adopté hier soir une proposition de loi pour interdire la vente de ces cigarettes électroniques jetables, des produits bon marché, au goût acidulé, fruité, qui sont très prisés des adolescents, des puffs utilisés et qui sont considérés comme une porte d'entrée vers le tabagisme. Côté calendrier, le texte doit être voté au Sénat. Ensuite, l'exécutif va prévenir l'Union européenne de cette volonté. La Commission européenne aura ainsi 6 mois pour répondre donc à cette requête. D'autres pays font de même, l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Irlande. Enfin, une cinquantaine d'étudiants ont bloqué ce matin l'entrée du bâtiment historique de Sciences Po Paris. Un rassemblement organisé à l'appel de syndicats étudiants qui n'a pas entravé toutefois l'accès pour les étudiants. Ils ont réclamé la démission du directeur Mathias Vichra, en poste depuis 2021. Lui et sa compagne ont été placés ce dimanche en garde à vue dans une affaire de violence conjugale. Des gardes à vue qui ont ensuite été levés hier. Aucun des deux n'a déposé plainte.
plainte. L'enquête se poursuit selon nos confrères du Parisien. La compagne de Mathias Vichra s'est présentée au commissariat pour déposer une main courante. Elle disait avoir notamment été poussée par son mari. Elle indique aussi que son compagnon lui a cassé le poignet il y a 6 semaines. Elle n'avait pas porté plainte. Peu après l'arrivée de sa compagne, c'est Mathias Vichra qui s'est rendu au commissariat. Il a tout simplement dit avoir reçu une claque. Merci beaucoup Guillaume. Le choc des savoirs tant espéré n'a pas encore eu lieu dans le dernier classement PISA dévoilé ce matin. Dans la foulée, le ministre de l'Éducation a annoncé une série de mesures pour relever le niveau des élèves. Lui qui, le 5 octobre dernier, je vous le rappelle, avait mis en avant l'élaboration d'un plan exigence des savoirs. C'est comme ça qu'il l'appelait. Plusieurs mesures annoncées cet après-midi donc. Mais qu'en pensent les syndicats des parents et ceux des enseignants? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Laurent Zamekowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent. Comme à chaque fois, c'est toujours intéressant de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes porte-parole de la PEP. Et Jérôme Fournier, bonjour. Merci d'être avec nous également. Bonjour. Merci, vous êtes la secrétaire nationale SEUNSA. Alors, les résultats donc, de l'enquête PISA viennent de tomber et le verdict est sans appel. Moins 21 points pour les maths, en gros. Je dis en gros parce que c'est plus compliqué que cela, évidemment. Et moins 19 points pour le français en l'espace de 5 ans. Autant dire que l'heure, évidemment, est au plan de redressement de la part, évidemment, du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, mais aussi du gouvernement. Malgré tout, si on se base sur les résultats, on est dans la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on doit se réjouir, Laurent ? Pas vraiment, non, puisque je crois qu'on est la 7e puissance mondiale. On se retrouve à la 26e place. C'est pas très glorieux. Malheureusement, très prévisible, puisque déjà il y a 5 ans, la chute était déjà là. Et malheureusement, on allait se retrouver forcément dans ce type de résultat. Donc c'est pas une surprise, c'est triste. Et il est vraiment temps de faire quelque chose. Pour ceux qui nous regardent, on va quand même décrypter parce que c'est pas très clair. C'est qu'à la fois, effectivement, il y a une chute vertigineuse et pour autant, il y a des progrès qui sont notés en primaire. L'étude Pears 2021 conduite dans 57 pays auprès d'élèves CM1 a montré que les élèves français sont les seuls d'Europe à progresser en compréhension de l'écrit depuis 2016. Donc, on note véritablement ce progrès-là, Jérôme Fournier ? Mais ça veut dire surtout qu'il faut relativiser toutes ces enquêtes parce qu'elles ne disent pas toutes exactement la même chose. Et puis, les chiffres globaux, ce n'est pas forcément ceux pour lesquels il faut être particulièrement attentif, nous semble-t-il. Les résultats d'aujourd'hui, ils ne sont pas bons, ils sont mauvais dans tous les pays. On baisse un petit peu plus que d'autres. Mais surtout, là où on n'arrive toujours pas à progresser, c'est dans la différence qui existe entre les meilleurs élèves qui réussissent très bien. Et il faut quand même le dire aussi que le système scolaire français fait réussir beaucoup d'élèves, on le dit jamais, et les élèves qu'on a du mal à faire réussir. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent. Et c'est pas sûr que les réponses annoncées aujourd'hui, elles ciblent les bons élèves. Pour nous, le ministère fait un mauvais diagnostic à partir de ces évaluations. Alors, on va en parler de toutes ces mesures. Justement, je voudrais juste revenir sur le plan effectivement de la primaire, puisqu'il y aura des nouveaux programmes quand même en primaire qui seront moins volumineux et voire clarifiés. Ça veut dire quoi, Jérôme Fournier, des programmes moins volumineux et clarifiés pour le primaire qui, pour autant, montrent un léger progrès ? Les programmes aujourd'hui, ils sont. Alors, il y a les programmes tels qu'ils ont été produits par le Conseil supérieur des programmes, et il y a tout un tas de documents d'accompagnement, de recommandations, et qui les rendent extrêmement compliqués à lire. Alors, au moins, ça, c'était une de nos demandes, qu'on retrouve des programmes simples à lire pour les enseignants, mais ma foi aussi pour les parents, puisqu'ils ont accès à ces programmes, et je pense que certains d'entre eux sont assez friands. D'accord. Est-ce que vraiment on peut parler d'un réel progrès, et donc de programmes qui étaient nécessairement trop volumineux et qui avaient besoin d'être clarifiés, justement, Laurent, ou pas ? Effectivement, c'est la même demande qu'on a. Après, les parents n'ont pas non plus vocation à rentrer dans la pédagogie, mais c'est important aussi peut-être pour de mieux comprendre ce que font les enseignants, et justement, ça permet d'avoir une meilleure approche et d'être moins perdu par rapport à ça, et c'est meilleur aussi pour la relation qu'on peut, vous savez, on est membre de la communauté éducative, il y a la logique de coéducation, donc il est important finalement qu'on se serre les coudes et qu'on avance tous dans le même sens, et c'est vrai que
plus le programme est simple à comprendre, comme disait le ministre, la clarté du programme est essentielle. Et donc ça, c'est effectivement une demande et on est content qu'on aille dans ce sens-là. Maintenant, on attend de voir aussi ce que va donner le Conseil supérieur des programmes. Voilà, pour autant, on est tous quand même très inquiets, effectivement, du niveau des élèves français. Et on l'a dit, moins 21 points pour les maths, moins 19 points pour le français. Donc ça veut dire quoi? C'est le collège qui fait défaut, qui pêche, Laurent Zawagowski? Alors déjà... Au départ, c'était bien évidemment, et encore aujourd'hui, quand même la primaire, il y a eu des efforts qui ont été faits, effectivement. Je pense qu'on en sent les effets actuellement. Peut-être pour ça que c'est dans PISA moins terrible que ce qu'on pouvait imaginer. Mais entre la 6e et la 3e, il y a une chute libre? Parce que le collège reste le maillon faible, et notamment la rupture que vous avez entre le CM2, donc la fin de l'élémentaire, et le début du collège. Et là, c'est là où on perd beaucoup d'élèves, malheureusement. Ils arrivent en plus on change de paradigme. Vous êtes quelque part dans un cocon. Vous avez un seul enseignant et vous arrivez au collège, vous êtes les plus âgés. Oui, mais c'est pas nouveau, ça. Mais c'est pas nouveau, mais ça a toujours été là où le bas blessait. Et on a perdu beaucoup d'élèves. La précédente réforme du collège avait intégré la 6e dans le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc il y avait cette logique de vouloir renforcer ce lien. Et donc ça aujourd'hui, et quelque part aussi les mesures qui ont été mises en place déjà aujourd'hui, ne serait-ce qu'en enlevant la techno pour mettre justement l'approfondissement et le soutien aux élèves, témoignent déjà du fait qu'il y a un problème et qu'on essaie de rattraper le coup du primaire. Et toutes les mesures aussi qui ont été mises en place, là on parle effectivement donc des classes, je dirais des groupes de niveau, on parle... On va en parler, voilà, oui, évidemment. Toutes ces choses-là témoignent de l'échec et du fait que même si des efforts ont été faits sur le primaire, néanmoins on n'est pas au niveau et il faut rattraper les élèves parce qu'on ne peut pas se permettre de sacrifier une génération de plus. 67% des chefs d'établissement déclarent que l'apprentissage est freiné par le manque d'enseignants. Il n'était que 17% à le penser il y a 4 ans. Est-ce que c'est ça aussi qui fait défaut, la pénurie d'enseignants selon vous, Jérôme Fournier? C'est évident que la pénurie d'enseignants, elle a un impact puisqu'on a du mal à être remplacé quand on est absent. Quand il y a un enseignant au mois de septembre devant chaque classe. Donc c'est bien une difficulté. Et le ministre nous annonce plus de postes pour le français et les maths au collège. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça risque d'être un vain mot pour le moment parce qu'on manque déjà de profs et je ne sais pas où on va trouver les collègues qu'on voudrait recruter en plus. Alors les résultats, donc cette enquête PISA a déclenché évidemment un programme rapide, efficace et tout de suite annoncé de Gabriel Attal qui s'appelle Choc des savoirs. Et dès la première page, on peut lire « Notre école a besoin d'une revitalisation pédagogique à la main des enseignants ». Est-ce primordial justement de redire la place centrale que jouent les enseignants, Jérôme Fournier? J'espère que personne n'en doutait quand même. Ça peut paraître surprenant ce que je dis là, mais oui, c'est important, bien évidemment. Mais je crois quand même que dans la société, on sait que les enseignants ont une place primordiale dans le système scolaire. Il faut aussi de les rassurer et de reparler de leur légitimité qui peut-être a fait défaut pendant quelques années. Enfin, en tout cas, selon l'avis des enseignants qui sont venus ici sur ce plateau et des syndicats qui ont porté cette parole-là. Oui, bien sûr, mais les 5 années Blanquer, par exemple, ont été très, très difficiles à vivre, où ni les enseignants ni leurs représentants n'avaient de place. Vous aurez remarqué aujourd'hui que le ministre a écrit aux enseignants en fin de matinée avant de faire sa conférence de presse. Et ce n'est pas la première fois depuis qu'il est arrivé. Il a bien fait le choix de s'adresser d'abord à la profession et ensuite aux médias. Donc pour les enseignants, c'est... quelque chose qui plaît beaucoup plus parce que c'est une manière d'être davantage considéré. Alors l'une des mesures phares évidemment c'est cette idée de redoublement qui refait surface. Les familles n'auront plus le dernier mot s'agissant du redoublement. Une façon de redonner encore une fois une légitimité aux enseignants et peut-être moins une intrusion, c'est le terme qui a été utilisé, des familles au sein de l'école, Laurent Zawagowski? Je pense que là, c'est pas du tout ça, en fait, l'histoire. La question, elle était que vous pouviez finalement mettre votre enfant dès la petite section de maternelle et le récupérer en 3e sans qu'il y ait de questions qui se soient posées, même si tout ce qu'il y a dans les carnets, etc. Mais il ne redouble pas, il n'y a pas de, quelque part, entre guillemets, d'enjeu. Et vous arrivez au bout et finalement, si vous ne faites pas attention, vous laissez vivre. Voilà. Et il y a un choc. Il y a un choc qui arrive à la fin de la 3e lorsqu'on vous parle d'orientation.
Et on se trouve dans une situation où tout d'un coup, bah oui, on réalise ce qui se passe, mais c'est trop tard. Le retard qui a été acquis est énorme. Et là, bah, la seule solution qu'on vous propose, c'est l'orientation en voie professionnelle. Et finalement, ce qui est terrible, c'est qu'on se trouve dans une logique d'orientation forcée, d'orientation subie, et quelque part, ça contribue à donner à la voie professionnelle cette image de voie de délestage, alors qu'elle devrait être une voie d'excellence. Et c'en est une, mais justement à cause des mentalités et à cause de ce couloir, de ce continuum, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui réclament le redoublement. Et oui, parce que justement, quand ils voient que leurs enfants, finalement, ont acquis beaucoup de retard et qu'ils vont se retrouver en voie professionnelle, et que dans l'inconscient des gens, cette voie professionnelle n'est pas valorisante, mais pas seulement ça. Quelque part, si vous n'avez pas de projet, c'est difficile de vous projeter dans la voie professionnelle, si vous n'avez pas été préparé à ça. Et puis même, avec le retard que vous avez, même en voie professionnelle, ça va être compliqué. Là, on parle d'orientation par rapport à la troisième. Or, ce problème de redoublement se posait aussi en classe de 6e ou de 5e ou de 4e. Et c'est ce que dit, en fait, le ministre, c'est sous-jacent. Les familles n'auront plus le dernier mot s'agissant du redoublement. C'est-à-dire que les familles étaient trop intrusives là-dedans. Mais c'est pas trop intrusif. La question ne se posait pas. On vous parle de cette question-là qu'en 3e. Avant, le redoublement, c'est quelque chose qui était exceptionnel et quelque chose de dérogatoire. Donc la question ne se pose pas. Ce n'est pas les familles qui décident. On n'en parle même pas. Vous avez le même avis, Jérôme Fournier, sur la question ? Non, pas vraiment. C'est pas qu'on n'en parle pas, c'est que le redoublement a fait la preuve que la plupart du temps, il est inefficace. Donc, il est encadré, il est exceptionnel, effectivement, mais ça ne veut pas dire pour autant que les enseignants ne proposent pas des redoublements. Parfois, ils le proposaient, mais les familles le refusaient. Alors l'enfant ne redoublait pas. Et puis à d'autres moments, c'est les familles qui demandaient le redoublement. C'est vrai, on vit tous les cas de figure. Mais inefficace, Jérôme Fournier, pardon. Pardon ? Pourquoi inefficace, vous dites, le redoublement ? C'est la recherche scientifique qui a montré que c'était inefficace parce que les élèves qui redoublaient, notamment dans les petites classes, on a vu que ça produit des effets très peu de temps, pendant 1 an ou 2 ans. Les élèves sont un peu plus à l'aise et puis finalement, ils retrouvent un niveau assez faible assez rapidement. Et dans les grandes classes, on a vu que c'était là aussi assez peu efficace parce que les résultats n'augmentent pas. C'est comme ça qu'on mesure l'efficacité. Donc, il y a sûrement autre chose à faire. Mais là, ce que le ministre veut dire, c'est si l'équipe d'enseignants ou l'enseignant quand on est à l'école élémentaire, parce que la fin du dernier mot famille, c'est pour l'école élémentaire. Quand il dit ça, il est en train de dire écoutez ce que vous disent les enseignants. Si ils proposent assez peu de redoublement, mais si pour une fois ils proposent, c'est qu'il y a sûrement la nécessité de le faire. Donc dorénavant, il faudra faire appel, si je comprends bien le processus, pour les familles, quand les enseignants auront proposé un redoublement. Mais c'est un budget supplémentaire, le redoublement. Donc est-ce que le ministre va pouvoir subvenir aussi à ce financement ? Déjà, alors, en primaire, quand il y a des commissions d'appel, actuellement, c'est... Des parents viennent, certains pour demander le fait de sauter une classe, et d'autres aussi pour le maintien. Parce que par exemple, il y a des situations, par exemple pour le handicap. Quand vous montez un dossier dit de GEVASCO pour aller à la MDPH, la maison pour le handicap, donc d'avoir une aide, et ben ça peut prendre parfois jusqu'à 1 an. Et donc entre-temps, l'élève a du retard et se trouve décalé, et ce sont les parents qui sont obligés de demander et d'aller en commission d'appel pour demander justement le maintien de l'enfant en classe. Donc il y a quand même cet aspect-là. Et quelque part, effectivement, aussi, la question du redoublement aussi est une forme d'échec. Pas spécifiquement de l'enfant, mais du système, de la capacité à accompagner l'élève vers la réussite. En revanche, on se rend compte aujourd'hui qu'on est passé d'un système du tout redoublement, enfin un peu massif, on était à 10-15%, et à 2% aujourd'hui. Peut-être que la vérité est entre les deux, et surtout de manière personnalisée. Il y a des élèves pour lesquels il faut... Effectivement, ce n'est pas une bonne chose de les mettre vers le redoublement. D'autres, oui. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être concerté, une discussion effectivement avec les équipes pédagogiques et de voir qu'est-ce qui est le meilleur pour l'élève. Le plus important, on ne peut pas faire de généralité. Jérôme Fournier, tout à l'heure, vous parliez effectivement des inégalités en fonction des élèves, le creux énorme, le fossé qui existe entre les mauvais élèves et les très bons élèves. Ces inégalités, elles continuent, elles perdurent malheureusement en fonction aussi de la classe sociale, mais aussi du genre, et c'est ce qu'a montré l'étude PISA. Les filles restent bien meilleures que les garçons en lecture. En revanche, ils obtiennent de meilleurs résultats que les filles en mathématiques. Donc on voit encore cet écart qu'on a noté plusieurs fois, dont on a parlé ici ensemble plusieurs fois, et qui continue de se creuser. Comment on l'explique encore, Jérôme Fournier ?
On l'explique parce que, alors c'est pas si simple, mais il n'empêche qu'il faut trouver le moyen de rassurer les filles quand il s'agit de faire des maths. C'est quand même assez triste de voir que aux premières évaluations de CP, les filles ont des meilleurs résultats que les garçons en maths, et dès l'évaluation de mi-CP, les résultats s'inversent au profit des garçons et pour tout le reste de la scolarité concernant les maths. Donc il y a sûrement quelque chose à faire pour rassurer les filles, pour les convaincre qu'elles sont aussi bonnes que les garçons, potentiellement, en maths. Il n'y a aucune raison, sachant en plus que les garçons, globalement, sont moins bons à l'école que les filles. Donc il y a une anomalie. Je crois que les enseignants ont pris conscience de ça, mais c'est un vrai changement de mentalité qu'il va falloir opérer, et y compris dans les familles. Combien de fois on entend au repas de famille le dimanche, mais les familles au sens large, les enseignants dans le lot, ah mais t'as pas la bosse des maths, ou les filles c'est pas fait pour les maths, enfin ce genre de réflexion. Tant qu'on les aura, on n'aidera pas les filles à réussir en maths, mais c'est un vrai souci, ça c'est une certitude. Mais ça la passe justement, parce que Laurence Zawakowski, forcément, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est pas aussi ce patriarcat qui est un peu là, lourdingue, et qui continue de perdurer avec cette idée que les filles seraient mauvaises en maths? Patriarcat, on va dire, ça c'est peut-être un peu excessif, mais je pense qu'il y a un problème de mentalité, de manière générale. Je veux dire, on en a parlé déjà pour la lutte contre le harcèlement. Il y a des idées un peu anciennes qui restent. Mais pourquoi elles perdurent? C'est le problème. Je pense que c'est quasiment une forme d'autocensure. Que vous pensez que ce sont les filles nous-mêmes? On se dit non, quelque part, ou même des fois aussi, les mères, la manière dont elles vont transmettre des choses à leurs filles sans forcément s'en rendre compte. Et c'est vrai je dirais aujourd'hui, dans la logique, la question du genre ne devrait même pas se poser. On est des individus, on est des êtres pensants. Se dire qu'on soit un garçon ou une fille en tant qu'écolier, collégien ou lycéen, ne devrait même pas jouer. On ne devrait pas se poser cette question-là. Je veux dire, je ne vois pas en quoi le fait d'être un garçon ou une fille change la capacité à étudier. Et donc, c'est vrai que c'est comme disait Jérôme, c'est étrange que les filles aient du mal avec les maths et qu'elles soient meilleures en français. Enfin, c'est vrai qu'on se retrouve dans un certain cliché, et même si on se dit qu'il y a un problème de mentalité quelque part, comment la mentalité arrive à affecter à ce point-là. Et là, on rentre sur quelque chose de plus profond et de psychologique. Sincèrement, je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Et c'est quelque part choquant. Comme il nous reste quelques minutes, on va parler quand même des autres mesures. Le soutien des élèves en maths. La France apparaît ainsi comme l'un des pays où les élèves déclarent percevoir le moins de soutien de la part des enseignants, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, au Japon, où au contraire, on soutient les élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté? Les parents vous ont relevé cette information ou pas? Déjà, je ne connais pas le système japonais. Non, je parle du système français, évidemment. Le système français, ça dépend. Je veux dire, et après, malheureusement, les enseignants ne sont pas toujours, lorsque les classes sont bien chargées, la capacité de pouvoir travailler avec chaque élève. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui a conduit le ministre à parler de ces groupes de niveau. Justement en donnant plus de moyens pour que justement on puisse, il a essayé notamment engagé sur des groupes notamment où les élèves sont le plus en difficulté, à ne pas dépasser un nombre de 15 élèves. Alors, est-ce que ça sera suffisant? C'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui avec notamment les heures d'AP qu'on utilise notamment pour des matières, pour faire des doublements. Alors, on le fait souvent, par exemple, en langue. Ouais. On peut imaginer, effectivement, en français. Donc, quelque part, là, avec les heures d'AP, on a dédoublé. Là, on va tripler, quelque part. Donc, on aura des effectifs plus réduits, mais il faudra quand même avoir suffisamment d'enseignants pour le faire. Nous, c'est ce qu'on attend. On attend surtout qu'il y ait plus d'attention. Donc, il faut plus d'enseignants pour pouvoir mener ce travail. Donc, une meilleure attractivité. On en revient toujours à la même histoire. Pour, justement, aider ces élèves à s'améliorer, toujours dans l'idée des mesures annoncées par Gabriel Attal, l'intelligence artificielle pour accompagner tous les lycéens en français et en mathématiques. Lui qui critiquait les écrans il y a encore quelques jours. Jérôme Fournier, un avis sur la question? L'intelligence artificielle, il faut vraiment la prendre en compte dans le système scolaire aujourd'hui, et ma foi, c'est peut-être pas la meilleure manière qu'a choisi le ministre là, mais au moins il la pose dans le débat. Ça vient percuter l'enseignement, l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il a proposé là, ça ressemble quand même à une forme de privatisation de l'enseignement. Tenez, vous avez une application, vous ferez ça à la maison. C'est assez étrange. Nous, c'est pas comme ça qu'on envisage l'enseignement en classe. C'est plutôt avec un prof et pas trop d'élèves, comme ça vient d'être dit, parce que
plus on a d'élèves, moins on a d'attention à apporter à chacun et on peut comprendre le sentiment qu'ont nos élèves de ne pas toujours être bien accompagnés, effectivement. On a parlé de dédoublement ou triplement des classes, donc scolarité aménagée avec un volume horaire des disciplines qui pourrait être augmenté, une réduction donc, des cours dans d'autres disciplines. Il y a aussi donné une véritable exigence au brevet. C'est vrai que le brevet, c'était un diplôme qui avait un peu perdu ses dorures depuis des années, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais juste quand même dire un mot sur le. Mais rapidement, sur parce qu'on a l'intelligence plus qu'une minute. artificielle. Mais c'est un peu dommage parce que c'est aussi, à mon avis, pour lutter contre tout ce qui est cours à la maison, à côté, parce qu'il y a comme des à côté. Donc, pour moi, c'est un complément. Voilà ce que je voulais dire. Après, effectivement, sur le brevet, c'est une manière de redonner au brevet une consistance. Oui, et ça redevient un examen de passage justement en seconde. C'est pas inintéressant. Le rapport entre le contrôle continu et l'examen est modifié. Hein. On passe de 50 à 40% sur la partie contrôle continu. Voyons ce que ça va donner. Jérôme Fournier, une réaction sur le brevet ? C'est une philosophie qu'on ne partage pas, mais c'est le choix du ministre, on fera avec. Qu'est-ce que vous partagez comme philosophie ? Donnez-nous votre philosophie. Pour nous, le brevet, ça doit sanctionner le niveau atteint à l'issue de la scolarité obligatoire. Là, le fait de conditionner le brevet pour passer en seconde, et on n'a pas compris si c'était pour la seconde générale ou technologique, ou pour la seconde pro aussi, mais ça veut dire qu'on crée une barrière je crains artificielle, parce qu'aujourd'hui, les élèves qui vont en seconde générale et technologique et qui n'ont pas eu le brevet, ils représentent moins de 0,1% des cas. Donc, on n'a pas compris de quoi il s'agit ici. Sinon, peut-être donner des lettres de noblesse à un diplôme que les élèves passaient quand même. Encore une autre mesure dont je voudrais parler, parce que malheureusement le temps presse, labelliser certains manuels scolaires qui ont donc dont les méthodes ont fait leurs preuves. Je vois l'épuisement de Laurent Zamekowski. Dites-moi tout. Bon, déjà, les labels, ils se multiplient dans tous les sens et à la fin, on ne s'y retrouve plus. C'est assez aberrant de se dire qu'il y a des manuels qui arrivent à l'école qui ne soient pas, entre guillemets, autorisés par l'éducation nationale. C'est déjà le cas, non ? Ils le sont tous, non, mais plus ou moins. C'est ce qu'on pensait. Donc vous imaginez bien que si on pense qu'il y a une labellisation, c'est que ce n'est pas le cas. Donc c'est effrayant. Donc, quelque part, je dirais, pourquoi on ne va pas plus loin ? Finalement, on met des messages d'alerte sur les cigarettes, etc. On pourrait marquer que tous les manuels doivent être marqués autorisés par l'éducation nationale ou non autorisés. Vous partagez cet avis ou pas, Jérôme Fournier ? Alors oui, mais on a une crainte derrière ça, parce qu'effectivement, les manuels, ils sont rédigés par des enseignants, des inspecteurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne respectent pas les programmes. Par contre, derrière tout ça, on se demande si ce n'est pas le petit livre rouge du ministre Attal. Comme Mao avait le sien. Parce que ce qui se cache derrière ça, c'est pas tant labelliser que de décider d'une seule méthode qui serait la méthode et qu'il faudrait employer du 1er septembre au 5 juillet sans s'en écarter. Et là, ça pose un vrai problème pédagogique parce qu'on n'est pas du tout formé comme ça. On est quand même formé pour adapter notre pédagogie en fonction des élèves qu'on a en face de nous. Et là, ce qu'il nous promet avec cette labellisation et surtout l'obligation d'utiliser ces manuels-là en CP, il y a une autre idéologie derrière inquiétante en termes de liberté pédagogique. Merci à vous deux pour avoir été avec moi sur ce plateau, en tout cas sur cette émission. Jérôme Fournier par Skype, certes, mais bien là, secrétaire national de UNSA. Merci beaucoup. Et Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP. Eh bien, affaire à suivre, donc. On se revoit très vite pour débriefer de tout ça. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT, parce que c'est primordial de parler de ce sujet ô combien important, et on le sait, nous allons de nouveau évoquer le harcèlement scolaire. On en parle beaucoup ici, mais je crois que nous avons raison de le faire car c'est un sujet primordial. Pour en parler, j'accueille Elian Potier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'association Urgence Harcèlement qui a été créée en 2019. Et comme souvent dans ces histoires certes triste, certes difficile, mais il s'agit aussi de notre propre histoire. Alors j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous nous racontiez effectivement pourquoi vous avez créé cette association. Tout simplement parce qu'en 3e prépa professionnelle, j'ai dû quitter mon établissement pour ma sécurité et surtout pour ma santé. J'étais victime de harcèlement durant toute mon année de 3e. J'ai pas voulu en parler au début parce que je savais tout simplement pas ce qu'était le harcèlement et je pensais simplement que c'était
de la rigolade, voilà, c'était un échange en troisième qu'on a avec ses camarades. Donc ça commençait avec des insultes, des moqueries. Souvent sur mon orientation sexuelle, parce que j'ai assumé très tôt mon orientation sexuelle, ça posait pas de problème à mes parents et donc pourquoi à mes camarades, et donc c'était plutôt tourné vers ça. Donc c'était encore une fois insultes, propositions à caractère sexuel et moquerie, jamais de coups, mais c'était en classe, dans la cour de récréation, dans les toilettes, où on jetait des boules de papier, où on m'ouvrait le verrou, vous savez, le verrou rouge et blanc, qui s'ouvrait à la main, où on me filmait dans les toilettes sur l'application Snapchat. Et donc ça a duré pendant 1 an. J'ai pas voulu en parler à mes parents parce que je voulais pas non plus que ça prenne des proportions énormes. Et encore une fois, je savais pas ce qu'était le harcèlement. Et c'est à la fin de l'année où ma mère a vu que j'étais pas bien. Et elle m'a demandé ce qui se passait en fait tout simplement à l'école. Et là j'ai craqué, je me suis mis à pleurer et je lui ai dit que j'avais des problèmes à l'école et que j'arrivais plus à aller à l'école. Oui, c'est ça, parce que quand vous dites pas bien, c'est pas juste pas bien, j'ai mal à la tête ou j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Non, c'est pas bien du tout. Pas bien du tout, c'est le corps somatise, le corps parle à votre place et le corps ne veut plus bouger, ne veut plus aller à l'école. Typiquement, je pouvais trouver toutes les raisons possibles, inimaginables pour ne pas aller à l'école. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, je faisais même des malaises. Dans la cour, en classe, parce que mon corps ne supportait plus cette violence en fait, qui se voit pas forcément, mais dans la tête d'un jeune à 14-15 ans, c'est horrible de subir. Mais même à 40 ans, je crois. C'est-à-dire que c'est très difficile, mais encore plus effectivement quand on est enfant. Quand vous dites vous étiez en 3e, c'était il y a combien d'années, pardon? C'était il y a à peu près 5-6 ans, pardon. On avait déjà parlé du harcèlement à l'époque, mais pas totalement. Voilà, pas vraiment. Disons que vous étiez déjà sensibilisé dans votre établissement à la question du harcèlement ou pas? Alors, si ce n'est une affiche qui dit non au harcèlement, il n'y avait rien de spécial. Il y avait évidemment le 30-20 qui était mis en place à cette époque-là et peut-être éventuellement le 30-18 aussi, qui était mis en place. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas d'intervention dans les classes du chef d'établissement ou d'une association qui disait que dès lors que vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, il faut contacter ce numéro ou ce numéro. Bon, en l'occurrence, un numéro maintenant aujourd'hui parce qu'ils ont fusionné, mais j'avais pas ces interventions-là. Alors, à quel moment justement vous prenez conscience que vous êtes en situation de harcèlement? Parce que avant d'en parler à vos parents, votre maman, vous dites vous-même que vous n'avez pas conscience, puis il y a un moment où forcément vous n'avez plus envie d'y aller et vous vous rendez bien compte que votre corps, votre esprit, votre mental, plus rien ne va et ne fonctionne normalement. À partir du moment où je leur ai demandé d'arrêter à mes camarades parce que ça me faisait mal, parce que quand on se moque 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à blesser, on leur dit maintenant c'est bon, enfin maintenant c'est terminé, tu me l'as fait 1 fois la blague, 2 fois, maintenant c'est plus marrant. Oui, alors on parle des blagues, mais là encore pire, on parle de quand vous êtes filmé dans les toilettes, filmé à votre insu, même quand vous ne le voulez pas et que vous le dites clairement, voilà, là on en est plus que dans les blagues. À partir de ce moment-là et à partir du moment où quand on leur demande d'arrêter, ça s'arrête pas. Et là on comprend que c'est pas gentil, c'est pas bienveillant et c'est pas juste pour rigoler. C'est simplement de la moquerie, c'est du harcèlement et ça s'arrêtera pas. Et donc ça fait mal. Comment réagissent les premiers élèves qui vous harcèlent justement ? Et ben ils continuent. Alors ils continuent parce qu'en fait, ma réaction à moi, c'est de leur demander d'arrêter, mais ils n'arrêtent pas, logique. Hein. Pour eux, ça amuse tout le monde, ça fait rigoler toute la galerie, donc ils continuent. Vous pensez qu'à ce moment-là, ils ont conscience qu'ils vous harcèlent, ou pareil, pour eux, c'était un jeu, un peu malsain certes, mais un jeu? Alors franchement, non. Je pense que c'était plutôt très malsain parce qu'il y avait d'autres phrases, d'autres propos qui ont été menés. Vous savez, quand on dit que les personnes d'orientation, homosexuelle, on les tue. Je pense qu'il faut aussi mesurer les propos qu'ils emploient. C'est ce genre de propos qu'ils pouvaient employer parmi tant d'autres, mais suffisamment violents pour un jeune de 14-15 ans pour se remettre en question et pour se dire que peut-être qu'on n'est pas normal. Alors évidemment, toutes les personnes qui sont homosexuelles, en fait, voilà, peu importe l'orientation sexuelle, sont normaux, évidemment, et on a besoin encore en 2023 de le rappeler. C'est triste. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est triste. Et justement, grâce à cette association que vous avez fondée, Urgence Harcèlement, vous allez dans les établissements pour pouvoir aller à la rencontre des élèves, mais aussi des profs, hein, parce que peut-être qu'on a besoin d'éduquer aussi certains profs, certains éducateurs. Et lorsque vous discutez avec eux, que vous partagez votre histoire, que vous partagez tous ces moments difficiles que vous avez réussi à surmonter, quelle est la réaction de ces élèves ? Maintenant, ils sont de plus en plus formés au harcèlement et à apprendre les situations, repérer des situations de harcèlement. Typiquement, ce matin, j'étais à Trappes, dans un collège à Trappes, dans le 78, juste à côté, de chez moi en tout cas, pour pouvoir échanger avec eux sur la définition du harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement ? Pour pouvoir poser des mots sur une définition. Le harcèlement, c'est de la violence verbale, physique, psychologique et qui est répétée. Et dès l'instant que c'est répété et que ces 3 types de violences apparaissent, c'est du harcèlement, il faut en parler. Repérer aussi les différents acteurs. On a la victime, le harceleur, les témoins, le témoin actif
actif, le témoin passif, qui sont ces gens quelle personne peut jouer un rôle dans une situation de harcèlement? Le témoin actif, typiquement, lui, peut agir. Comment devenir en étant un témoin passif et passer d'un témoin... comment être d'un témoin passif et devenir un témoin actif? En parlant à qui? Vous avez le CPE, la professeure principale, mais vous avez aussi le 3018 qui est là pour vous écouter, que vous soyez victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. C'est de leur donner toutes les clés, toutes ces informations-là pour qu'ils puissent aider un camarade s'il est en situation de harcèlement ou s'aider soi-même si on est victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et aussi, évidemment, identifier les lieux propices au harcèlement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres au harcèlement. Typiquement, je pense aux toilettes, aux endroits où il y a des casiers. C'est bête, hein, mais c'est des endroits qui peuvent être plus propices que d'autres parce qu'il n'y a pas forcément d'adultes et parce que c'est des coins qui sont souvent reculés au bout du couloir où on ne prête pas forcément d'attention. Voilà. Et donc, comment ils réagissent? Souvent très bien. Ils sont, les collégiens en tout cas, très investis dans le sujet et ça se voit qu'ils ont connaissance de ce sujet et qu'ils mesurent l'importance d'en parler et de pouvoir dénoncer ces faits. De tout simplement dire que balancer ce genre de situation, en fait, c'est pas être une balance, c'est simplement aider et même sauver. Quand vous dites balancer, c'est dénoncer, c'est ça? Oui, bien sûr. Dénoncer, parce que généralement, ils font l'amalgame entre balancer et dénoncer, mais en fait... bien que ça soit la même chose quand on est adulte, en fait, juste balancer, c'est aider, sauver un jeune qui peut être victime de harcèlement. Et aujourd'hui, on ne parle plus de balancer situation de harcèlement. Il y a le harcèlement dans le couloir, auquel vous faites allusion, celui dans les toilettes, mais il y a aussi celui sur les réseaux sociaux, qui évidemment est terrible et beaucoup plus important même, je dirais aujourd'hui, qui se prolonge donc le week-end, qui est constant, la nuit aussi. Quand vous parlez de cyberharcèlement, est-ce qu'ils ont conscience que quand ils vont sur Snapchat, TikTok, WhatsApp, enfin je sais pas, Instagram, etc. et autres, ils vont aussi vers ces fossés-là? Alors oui, c'est un peu plus compliqué les réseaux sociaux parce que le cyberharcèlement, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas assez dans les établissements scolaires. On ne mesure pas l'importance des mots, des commentaires qui peuvent être postés et surtout des publications qui peuvent être mis à l'insu d'un camarade. Je pense à des photos, des vidéos qui fuitent à caractère sexuel ou non, qui ne mettent pas en avantage tout simplement en fait, le jeune en question, qui est disposé sur les réseaux sociaux, des commentaires insultants, haineux, menaces ou tout simplement des informations personnelles qui sont divulguées concernant un jeune qui n'a rien demandé. Leur faire prendre conscience que dès l'instant qu'on a en notre connaissance ces informations-là, qu'on peut appeler le 3018 et que grâce à eux, ils pourront supprimer ces contenus qui sont sur Internet. On parle d'un temps, je crois, de 20 à 30 minutes maximum de délai de suppression parce que c'est la seule association qui a ce dispositif-là, qui est connectée avec les réseaux sociaux et qui ont des accords européens, et qui leur permettent de supprimer ces contenus. Et c'est hyper important de pouvoir donner ces informations-là aux jeunes et de leur dire que dès l'instant que vous êtes cyberharcelé sur les réseaux, vous pouvez contacter ce numéro et ils vont vous aider à supprimer des comptes, ces comptes haineux, et à supprimer surtout ces publications-là qui peuvent vous mettre en danger. Dernière petite question rapide, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Non mais ça va, on peut quand même rire, ça va, on peut plaisanter, maintenant on ne peut plus rien plaisanter de rien, on ne peut plus rire de tout, c'est bon ». Parce que ça, c'est ce qu'on entend très souvent, qui revient. Il y a rire et il y a mettre en danger la vie de quelqu'un. On l'a vu cette année avec des situations, je pense à l'affaire Lindsay, où en fait ça a dégénéré et où malheureusement une jeune fille a mis fin à ses jours parce qu'elle était victime de harcèlement. C'est horrible de se dire encore en 2023 avec tout ce qu'on a comme moyen pour échanger avec les jeunes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le terrain, de se dire qu'il y a encore des jeunes qui mettent fin à leur jour à cause du harcèlement. Donc dès l'instant qu'on a cette problématique-là, en fait, il faut tout simplement se dire qu'il y a encore beaucoup de travail et que ces jeunes ne sont pas encore suffisamment avertis, formés à la lutte contre le harcèlement. Et donc oui, on peut plaisanter de tout, oui, on peut rire de tout, mais dès l'instant que ça gêne, ça blesse, et dès l'instant qu'on agresse un jeune, il faut en parler et c'est pas normal. Donc on peut rire de tout, mais il y a des limites. Merci beaucoup, Elian Potier, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc votre association Urgence Harcèlement, association donc j'imagine qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Et évidemment, vous n'oubliez pas surtout le numéro, le 3018. Voilà, 3018, si tu es harcelé, contacte le 3018. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On va retrouver Guillaume Buan pour sa chronique.
Guillaume, pour votre chronique Vue à l'étranger, il est question de deep nudes. Ouh, ça en dit long. Donc plusieurs jeunes filles, jeunes femmes ont été malheureusement victimes. Mais avant cela, on va faire un retour sur ce phénomène. Oui, tout a commencé en 2019 aux États-Unis. Un homme dont l'identité est restée secrète a créé une application appelée Deep Nude. Concrètement, c'est là où ça va vous plaire, Virginie, j'en suis sûr. L'application avait recours à l'intelligence artificielle. Elle permettait de retirer les vêtements sur une photo et ainsi de voir la personne totalement nue. Le processus ne prenait que 30 secondes et ce en un seul clic. Il y avait une version gratuite et une version payante. Alors en fait, cette personne a entraîné l'algorithme avec plus de 10 000 photos de femmes dénudées. Il voulait aussi faire ça pour les hommes. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire puisque quelques jours après la sortie de cette application, Deep Nude a été victime de, entre guillemets, son succès, mais aussi la colère de nombreuses femmes puisque certaines d'entre elles étaient offensées. Elles devenaient des objets. En réaction, le créateur a donc supprimé cette application. Il a avoué ne pas avoir pensé qu'elle deviendrait virale et craint désormais que sa technologie soit utilisée à mauvais escient. Bah oui, pauvre petit chouchou. Alors justement, oui, il fait bien trop tard, puisque ces nouvelles technologies sont encore disponibles aujourd'hui, Guillaume. Tout à fait. Il y a des petits malins qui s'y connaissent bien en informatique et qui ont réussi à récupérer les codes. C'est le cas par exemple en Espagne. On revient en septembre dernier à leur retour de vacances d'été. On a une vingtaine de jeunes filles âgées de 11 à 17 ans qui ont reçu justement des photos d'elles nues sur leur téléphone portable. Aucune d'entre elles n'avait pris ces photos, mais en fait ces photos étaient tout à fait réelles. Elles avaient été récupérées sur l'Instagram de ces jeunes filles et modifiées à l'aide de l'application Close Off. Le slogan de cette application, c'est déshabiller n'importe qui, déshabiller les filles gratuitement. 10 € tout de même pour créer 25 photos de nus. Alors des photos qui ont été partagées ensuite sur des groupes WhatsApp qui ont fait le tour de 5 établissements de cette petite ville du sud de l'Espagne. On n'entend pas parler d'ailleurs de cette ville en manière générale. L'une d'elles a été victime de chantage. Là aussi, c'est là où ça part un peu trop loin. C'est Deep News, puisque l'un des garçons lui a tout simplement demandé de l'argent, ce qu'elle a refusé de faire, et donc les photos ont été tout simplement publiées. Les mères se sont organisées pour porter plainte. La police a ouvert une enquête. Elle a identifié aussi plusieurs de ces mineurs. Certains de ces mineurs sont d'ailleurs des camarades de classe de ces jeunes filles, et toutes craignent une chose, que ces photos apparaissent sur des sites pornographiques ou encore sur OnlyFans. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est un réseau social qui héberge du contenu un peu érotique ou encore pornographique. Alors dans le pays, la manipulation et la distribution sans consentement, c'est 10 000 € quand même d'amende. Une surveillance qui a été récemment accrue avec une loi qui a été votée par le gouvernement espagnol en ce sens. Alors vous nous emmenez en Belgique cette fois-ci, où c'est une ancienne Miss qui a été victime de cette fameuse appli. Oui, elle s'appelle Céline Van Wistel. Elle a été couronnée Miss Belgique en 2020. À la sortie d'une simple réunion, elle a reçu par mail 5 photos d'elle complètement nues. Elle a témoigné chez nos confrères de RTV. Je me souviens, j'ai regardé mon téléphone comme ça, parce que je me suis dit, mais c'est moi. En fait, j'ai vraiment cru que c'était moi. Et n'importe qui pourrait chercher, personne ne trouvera une photo de moi complètement nue en shooting. Enfin, ça s'est jamais fait. Et je défile et je me dis, mais c'est moi. Enfin, c'était extrêmement bizarre parce que je savais que c'était pas moi, mais en même temps, les proportions y étaient, tout était respecté et c'était bien fait. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très réaliste. Alors pour vous expliquer, notre Miss belge avait posté une photo d'elle, un simple shooting où elle était habillée, et à côté on voyait tout simplement une photo d'elle mais sans vêtements. L'histoire ne s'arrête pas là, elle a décidé de porter plainte et elle a aussi décidé de partager cette photo sur les réseaux sociaux pour sensibiliser justement ses abonnés. En fait, je me dis, mais c'est pas à moi d'avoir honte. C'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal à poster mon travail et à juste partager mon art, en fait. Faut pas avoir peur. J'arrive à le faire, donc n'ayez pas peur et faites-le. Et aussi sensibiliser les personnes qui ne se rendent pas compte des dangers que ça représente, parce que je trouve ça vraiment problématique. On a donné un potentiel génial, mais aussi très dangereux, parce qu'il n'est pas encore légalisé. La législation en la matière, elle est nulle en Belgique pour le moment, même en Europe. Le témoignage donc de Céline Van Wistel, vous comprenez bien que les photos, on ne peut pas aujourd'hui les retrouver. Elle a tout simplement effacé ça de ses réseaux. Alors outre-Manche, on va frapper fort justement contre les violences sexistes et sexuelles en ligne. Oui, depuis le début de l'année, la diffusion de contenu pornographique basé sur le deepfake donc est considérée comme un crime et non plus comme un simple délit. Le revenge porn, là aussi. L'idée, si vous ne connaissez pas, c'est que son ex-petite amie partage des vidéos, des photos pour se venger.
Là aussi, cette application pouvait le permettre. Et on a donc le revenge porn qui est jusqu'à 6 mois de prison ferme tout de même. Et puis si l'accusation réussit à prouver aussi la volonté de nuire et d'humilier, c'est là aussi, c'est ce que retient la Cour, la peine passe à 2 ans avec inscription au registre des délinquants sexuels. Donc on va parler d'Angleterre, d'Espagne. Et comment ça se passe en France? Eh bien, on a un dernier exemple en date. Je suis tombé dessus sur X, ex-Twitter. C'est vendredi dernier. C'est la journaliste Salomé Saké qui en a été victime. On a justement l'image. Regardez, on la voit en fait avec un ami et à côté, elle totalement nue. Elle a toute une série de tweets où elle s'explique et surtout elle conteste tout simplement cette photo. Elle alerte là aussi. Concernant à présent le code pénal en France, eh bien, sachez que c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de publier par quelque voie que ce soit le montage réalisé avec la parole, l'image d'une personne. Je me suis également renseigné il y a peu. Il y a une loi aussi qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la sécurité du numérique, notamment pour tout ce qui est deepfake. Le gouvernement souhaite augmenter ses peines, 2 ans de prison, 45 000 € d'amende. Et puis sinon, pour toutes ces images pornographiques, là, le gouvernement souhaite passer à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Un texte qui va passer notamment à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Guillaume. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Soudain d'écolier. Cette semaine, son invitée est la chanteuse Carla Donna. On arrive à l'école. Quel genre d'élève tu étais? J'étais une élève très studieuse. Franchement, moi, je fais partie de ces gens qui adoraient aller à l'école. Pour le coup, il y en a. Je sais que ça doit paraître bizarre, mais moi aussi, j'aimais bien. Ouais, moi, j'aimais beaucoup aller à l'école. Tu avais des bonnes notes? J'avais des bonnes notes. Première de classe? J'étais pas première, mais j'étais vraiment dans les premiers. J'adorais participer. Ça m'arrivait des fois de parler avec mes copines et tout, mais... Tu n'étais pas dissipée, quoi. J'étais pas du tout dissipée. Et en plus, moi, j'étais dans une école privée. Donc, en fait, tu pouvais pas trop être dissipée. Parce que si tu étais dissipée, on appelait tes parents et tu te prenais des heures de colle. Tu avais peur de te faire gronder? Et j'avais peur de me faire gronder. Moi, je cherchais beaucoup la fierté de mes parents aussi. Et je pense que, du coup, c'est pour ça que j'étais hyper studieuse. Et d'un côté, j'aimais ça. Oui, tu te forçais pas à être studieuse, non, je me forçais pas forcément. Donc j'ai passé des super années à l'école et sans être acharnée de travail non plus, en me disant il faut absolument que je réussisse, quoi. Tu gardes que des bons souvenirs de ta scolarité? Ouais, franchement, j'ai très peu de mauvais souvenirs à l'école. Si je te demande là, comme ça, un souvenir d'écolier précis à partager avec nous, est-ce qu'il y en a un qui te vient spontanément? J'en ai tellement. Ça peut être triste, drôle, quelque chose de marquant peut-être aussi. Non, je me souviens beaucoup de quand j'étais au collège. Non, au primaire. Quand j'étais au primaire, j'avais mes 2 meilleures copines et on passait notre temps à la récré de midi, qui dure de midi à 14h, à faire des chorés. Ah, tu dansais déjà? Ah ouais, mais on créait des chorés tous les midis, quoi. Tous les midis, on faisait ça. Donc ça, c'est vraiment un super souvenir. Et non, j'ai un très bon souvenir aussi où j'étais en CM2, je me souviens. Donc je crois qu'on a 10-11 ans. 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans. Et on faisait des exercices de rythmique avec mon prof, qui s'appelait Monsieur Chevrier, s'il me regarde. J'adorais ce prof. T'as gardé contact avec lui? Non, mais j'adorais, j'adorais ce prof. Et j'étais la seule un peu de la classe qui avait réussi à faire le truc rythmique. Et il m'avait dit, genre, toi, tu vas faire un truc dans la musique, quoi. En fait, depuis toute petite. La musique, la danse, c'est dans ta vie. Ah ouais. J'ai toujours eu ce truc de vouloir faire le spectacle à mes parents. Quand j'avais, une showgirl, quoi. Ouais, j'adore ça et j'ai toujours... vraiment, même quand j'avais 5-6 ans, je disais à mes parents, bon, alors vous vous mettez là, vous vous asseyez, vous m'applaudissez, comme ça je rentre, je fais une entrée. Après, je faisais un spectacle genre nul, mais j'aimais déjà ce truc-là, quoi. Est-ce qu'il y avait une matière, un professeur qui t'a inspiré Une matière... Moi, j'aimais beaucoup les langues, donc anglais, italien. Nous, c'était italien. Dans le sud, on pouvait choisir italien, donc ça, j'aimais beaucoup. Et après, au collège, j'ai eu une prof d'histoire qui m'a fait adorer l'histoire, Madame Maiolini, si elle me regarde aussi. Donc, j'ai vraiment adoré l'histoire, mais comme je l'ai détestée au lycée, je pense que ça dépend vraiment des profs. Le professeur, en fait, ouais, les matières. Et non, j'ai un prof de maths aussi qui m'a fait adorer les maths, alors que je détestais ça. C'est très rare que les gens disent j'adore les maths. Ouais, aussi. et vraiment, c'était au lycée, et je comprenais les maths. Et j'étais trop contente, parce qu'à la base, moi, je suis
Enfin, tout ce qui est scientifique, c'était pas mon truc. Et j'ai vraiment adoré ça et ce prof était incroyable aussi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Carla Donna pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 217 sur les box Orange, 247 sur les Freebox et bien sûr schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe du Grand JT aujourd'hui. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage, Eva Troller et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.